L'insécurité au Burkina Faso a encore une horreur. Dans la commune de Toini ce 8 août, une double attaque a causé la mort de 12 soldats. C'est la énième violence terroriste dans cette commune rurale de la boucle du Mouhoun. Depuis 2017, chaque année au moins une attaque est perpétrée dans cette même localité. Qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain? On vous dit tout ce soir. Eux sont poursuivis justement pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ils sont en tout 10 prévenus qui seront devant les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des actes terroristes. Ce lundi, 3 des prévenus étaient à la barre. C'est une première depuis que l'hydre terroriste s'est emparé du Burkina Faso en 2015. Puis les nouvelles du Front social, une grève de 48 heures à compter du 26 août prochain. Le collectif des syndicats de l'aéroport est vent debout contre les responsables du projet de construction de l'aéroport de Doncin. Le collectif dénonce une gestion opaque et floue. Vous les entendrez dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous suivre. Encore un jour noir pour les forces armées burkinabées. 12 soldats ont péri hier dans une double attaque dans la commune de Toini, dans le Sourou. Une nouvelle violence terroriste qui porte à au moins 15 le nombre des attaques terroristes dans cette commune rurale depuis 2017. Depuis 2017, donc, chaque année et régulièrement, les terroristes frappent dans la même commune, une situation qui appelle à cette question ce soir. Pourquoi cette forte pression terroriste sur cette localité depuis 2017? Élément de réponse avec Arsène Konditamdi. 28 septembre 2017, le poste de gendarmerie de Toini attaqué. 27 décembre 2018, 10 FDS tombent dans une embuscade dans la même commune. En septembre 2019, une patrouille militaire est prise au piège terroriste, comme à la précédente attaque. Bilan, 5 morts. Janvier 2020, c'est un minibus convoyant des scolaires qui est ciblé. 14 vies sont fauchées à l'affection. Et maintenant, en 2021, ce 8 août, 12 militaires sont tués dans une double attaque. Tout ceci sans compter les enlèvements d'individus et autres incidents. 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Les années se succèdent et se ressemblent pour cette commune rurale de la province du Sourou, dans la boucle du Mouhoun. Face à la terreur et le sang versé, les Burkinabés s'interrogent et s'indignent. Pourquoi toujours cette commune? Quelles leçons avons-nous tirées des premières attaques de 2017? Pourquoi la spirale se poursuit en dépit de toutes les interventions de l'armée? Les forces sur le terrain sont-elles mal organisées ou mal équipées? En ce qui concerne la dernière attaque, les motifs des forces du mal sont à rechercher dans la récente neutralisation des leaders terroristes dans la région, selon l'expert en sécurité Mahamoudou Sawadougou. Donc à chaque fois qu'on décapite un chef militaire, il faut s'attendre à une montée de la violence. Non, la stratégie serait effectivement de ne pas se focaliser sur les leaders terroristes parce que nous prenons trop de temps et nous gaspillons trop d'hommes pour traquer rien que les leaders. Alors qu'il faut se concentrer sur les hommes parce que c'est toute une organisation qui est mise en place, une structuration qu'ils ont construite qui les permet d'aller au-delà du leader. C'est-à-dire que l'organisation arrive à survivre chaque fois au-delà du leader. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déstructurer l'organisation et en partant de la base, en partant de leurs bras armés, c'est-à-dire des hommes sur le terrain qui y mènent l'action. L'autre question que tous se posent également, c'est de savoir pourquoi la commune de Toini est régulièrement la cible. Pourquoi cette forte pression? Le problème, on a d'abord un problème de collaboration entre les FDS et les populations, ce qui fait que les FDS n'arrivent pas à avoir le renseignement pour anticiper sur les attaques. Il y a aussi le fait que c'est des communes qui sont frontalières avec le Mali, qui fait qu'effectivement, il est facile pour les groupes armés terroristes de traverser l'un ou l'autre pays. Donc, ça dit qu'il y a même un manque de collaboration entre nous et le pays voisin. C'est ça qui fait que les groupes arrivent à surfer entre les frontières. Et l'autre effet, c'est aussi qu'il y a des conflits communautaires dans la zone qui fait que les communautés, de fois, font appel à ces groupes armés terroristes pour résoudre leurs problèmes, là où l'État n'arrive pas à résoudre. Donc, des fois, ça amène à des violences et ça amène aussi à l'ingérence de ces groupes armés terroristes dans la vie quotidienne des communautés. Donc, c'est tout ça qui explique le fait que, effectivement, c'est difficile pour des détachements qui ne sont pas aussi équipés, très bien équipés, qui est de contrôler la zone et de faire face à tous ces facteurs qui contribuent à augmenter la violence.
Pour ce spécialiste, dans l'urgence, il faut restructurer le système sécuritaire burkinabé, de sorte à renforcer l'ancrage des détachements militaires par exemple, en dotant conséquemment les hommes d'outils de protection, individuels et collectifs. Il poursuit en insistant sur la nécessité de se pencher sur la collaboration population-FDS dans le but de renforcer le système de renseignement. À ce niveau, l'expert déconseille formellement l'application de mesures drastiques comme la fermeture des sites miniers artisanaux, l'interdiction de certaines cultures. Pour lui, ces mesures peuvent pousser les populations à basculer dans l'autre camp. Et l'autre camp, c'est bien entendu celui des forces terroristes qui en veulent le Burkina Faso depuis 2015. Pourquoi le Burkina Faso est-il dans l'œil du cyclone? Qui est derrière ces attaques? Comment sont-elles organisées? Avec quels moyens? Eh bien, le procès des présumés terroristes devrait apporter un début de réponse à ces questionnements. Le tout premier procès de présumés terroristes s'est ouvert ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour cette première session qui se tient du 9 au 13 août prochain. 10 prévenus seront devant la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Les 3 prévenus qui se sont présentés ce lundi à la barre n'ont pas pu être jugés faute d'avocats pour les assister. L'un sera jugé ce vendredi et les 2 autres lors de la prochaine session. Plus de précisions avec Raoul Nassar et Roméo Koita. À l'ouverture du tout premier procès de présumés terroristes au Burkina Faso, ils étaient 3 prévenus à se présenter à la barre de la principale salle d'audience du tribunal de grande instance Ouagadougou. Ils sont poursuivis, entre autres, pour association à des groupes terroristes, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes et destruction de biens. Tous de nationalité burkinabé, 2 d'entre eux ont adhéré au groupe terroriste Ansardine en 2012. Ils sont accusés d'avoir participé à plusieurs attaques contre la mission onusienne MINUSMA au Mali et à la destruction des mausolées de Tombouctou, de commissariats et de brigades de gendarmerie. Les mis en cause ont tous rejeté les faits qui leur sont reprochés. L'interrogatoire au fond n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui, faute d'avocats pour les assister. 2 accusés sont sans avocat. Le tribunal a donc renvoyé leur dossier à la prochaine session pour leur permettre de trouver un conseil. Le 3e, dont l'avocat était absent, a vu son dossier renvoyé au vendredi 13 août prochain. Pour cette première session du procès de présumés terroristes, 10 dossiers sont programmés devant la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Les audiences de cette première session se tiennent du 9 au 13 août prochain. Les attaques terroristes conjuguées avec la situation sanitaire marquée par la Covid-19 ne font pas de cadeau à l'économie du pays. La mobilisation des recettes a pris un coup dur, mais extraordinairement ces 6 derniers mois. En ce qui concerne les recettes internes, le Burkina Faso a fait un bon saut en avant. La mobilisation des recettes a atteint un taux de 102% en l'espace donc de 6 mois, malgré la situation qui a enrhumé les échanges commerciaux. Une belle performance qui est à mettre à l'actif de toutes les régies financières et du contribuable burkinabé. Le défi maintenant reste le fait de maintenir le cap. C'est le sujet de la chronique économie de ce lundi et elle est signée Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, plusieurs localités des régions du Nord, de l'Est, du Sahel, du Centre-Nord et de la boucle du Mouhoun subissent les attaques d'individus armés non identifiés depuis des mois, limitant ainsi les opérations de recouvrement pour les recettes internes. Et ce n'est pas tout. Plus d'une année maintenant que les mesures prises pour limiter la propagation de la Covid-19 sont en cours. Conséquence, le commerce national et international piétine et réduit du même temps aussi le recouvrement des recettes. Les régies de recettes n'ont pas fait profil bas. En dépit de cette situation, elles ont développé d'autres stratégies pour mobiliser en 6 mois un taux de 102% pour les recettes internes. 102%, ça veut dire que les régies de recettes
ont dépassé de 0,2% leur prévision de recouvrement semestriel. C'est une surprise et c'est une performance à saluer, et d'autant plus que déjà, dans la loi de finances rectificative intervenue en mai, le gouvernement avait estimé que la situation était déjà favorable et avait procédé à l'augmentation des recettes intérieures d'environ 18 milliards de francs CFA. Sur ces 102%, et avec les trois principales régies de recettes que sont les impôts, la douane et le trésor public, la Direction générale des impôts a recouvré à elle seule 523 milliards de francs CFA, soit 54% du taux de recouvrement annuel, et cela grâce aux nouvelles réformes mises en place. C'est le fruit de plusieurs réformes mises en œuvre depuis des années qui aujourd'hui donnent satisfaction. C'est notamment la segmentation des entreprises. C'est-à-dire qu'on a, en fonction du chiffre d'affaires, on a essayé de classer les entreprises en grandes, moyennes, petites et micro-entreprises. Ça permet de bien cibler ces entreprises et de collecter mieux les impôts. Et la généralisation de la téléprocédure, ça veut dire qu'on peut, à partir du bureau, déclarer et payer ses impôts. La Direction générale de la douane, elle, a recouvré 311 milliards pour 44%. La DGA veut ainsi emboîter le pas des impôts. Ces efforts sont à encourager, car la douane n'arrive plus à accéder à certains postes du pays depuis la crise sécuritaire. Vous rappelez que ce sont les agents de douane qui ont été parmi les premières victimes du terrorisme. Donc il y a des zones qui faisaient rentrer beaucoup d'argent. En fait, les gens souvent l'ignorent, mais la région du Sahel est une des régions qui faisait beaucoup d'argent. Le poste de Marocoy, le poste de Tiou, qui est un peu vers le nord, aussi faisait beaucoup de recettes douanières. Malheureusement, ces postes aujourd'hui sont inaccessibles. Elle aussi n'est pas très mauvais élève dans ces conditions difficiles que traverse le pays, mais il y a des efforts à fournir pour ne pas sentir une baisse encore les mois à venir. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a recouvré 105 milliards pour 51%. Bon, à ce niveau, on pourrait dire que le Trésor aurait pu mieux faire parce que certains facteurs ont favorisé quand même le recouvrement optimal des recettes là. Et notamment dans le secteur minier, avec la hausse du coût de l'or, parce que le Trésor aurait pu améliorer son recouvrement. Et au niveau aussi de la téléphonie mobile, il y a eu la vente de la 4G, et cette année constitue la dernière tranche de recouvrement. Si au niveau du Trésor, un mécanisme n'est pas mis en place pour combler ce gap-là, les autres années, ils vont sentir un peu cette baisse-là. Si ces performances se poursuivent, cela pourra avoir un impact positif pour le coût d'exploitation et se répercuter du même temps sur les impôts des sociétés. Ainsi donc, le pays pourra compter véritablement sur ses propres ressources pour amorcer son développement. Tout autre chose à présent, et je vous le disais en titre, nouvelle grogne dans le secteur du transport aérien. Le collectif des syndicats de l'aéroport annonce une grève de 48 heures à compter du 26 août prochain. Il dénonce l'interminable projet de construction de l'aéroport de Doncin confié au groupement français Méridien Aéroport de Marseille-Provence. Le collectif se sent exclu du processus et dénonce une gestion opaque du projet. Archimède Boy. Le projet de construction du nouvel aéroport à Doncin, confié au groupement Méridien Aéroport de Marseille-Province, passe mal auprès du collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Selon ce collectif, ce projet de convention dans sa forme actuelle ne présente aucune perspective heureuse et ambitieuse pour l'avenir de l'industrie de l'aviation civile du Burkina Faso. En conférence de presse ce lundi à Ouagadougou, ces organisations syndicales dénoncent une gestion opaque et un flou entretenu autour du dit projet. Je pense que pour un patrimoine du genre comme ça, lorsqu'on veut concéder, surtout pour 30 ans, il va falloir vraiment être clair, il va falloir que ça soit transparent à tous les niveaux. Et il n'y avait aucune transparence dans la conduite du projet. Vous demandez par exemple, quelle est la maquette même de notre aéroport, futur aéroport? Je vous assure que les gens sont incapables de nous dire à quoi va ressembler
la maquette de notre aéroport. Pour un projet qui va prendre 500 milliards. En 2019, le collectif avait rejeté le dit projet, déposant un préavis de grève de 48 heures. Un préavis suspendu après une rencontre avec le Premier ministre Christophe Dabiré. Rencontre au cours de laquelle le chef du gouvernement aurait pris l'engagement, selon ce collectif, de les associer à toutes les étapes du dit projet. Mais cette promesse n'a visiblement pas été tenue, regrettent ces organisations syndicales. C'est avec indignation que le collectif a pris connaissance de l'adoption en Conseil des ministres, le 30 juillet 2021, du rapport du projet de concession autorisant la signature par l'autorité habilitée, sans l'avis du système AIOD, où les travailleurs sont représentés. Ce qui traduit une fois la volonté du gouvernement d'écarter les partenaires sociaux. C'est la raison qui justifie donc la réactivation de leur préavis de grève suspendu le 10 octobre 2019. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile annonce un mouvement d'humeur de 48 heures à compter du 26 août prochain pour protester contre ce qu'il qualifie de concession inappropriée. Dans l'actualité de ce lundi également, début des concours directs de la fonction publique burkinabé. Cette année, ils sont plus d'1 million à aller à la conquête des postes à pourvoir. La composition des épreuves a démarré ce matin. Résultat, ce sont 6 425 postes qui seront occupés. Abdou Aziz Sari. Dans quelques mois, certains de ces jeunes seront peut-être des fonctionnaires. Mais avant, ils devront être admis au concours direct de la fonction publique, dont le début des épreuves est ainsi lancé. Aujourd'hui, nous avons l'administration des agents techniques en agriculture. Et cette année, nous avons décidé que nous allons faire la correction au jour le jour. À l'image des concours professionnels, nous allons faire en sorte que les premiers résultats puissent tomber au plus tard une semaine avant le début. Après le début de l'administration. Cela sous-entend qu'il faut faire venir les copies des régions au jour le jour aussi. Et là aussi, nous avons mis un dispositif en place pour que ces copies puissent nous parvenir chaque 2 jours. Voilà, nous allons procéder au scannage et à une correction électronique. Cette année, ils sont plus d'1 million de candidats à prendre part à ces concours directs pour 6 425 places en jeu. Certains comptent sur leurs compétences pour obtenir au moins un poste. D'autres, par contre, placent leur espoir en Dieu. Bon, comme c'est une question de chance, on prie Dieu. On est venu pour tenter notre chance. On pense que ça ira. Je constitue sur mon intelligence. Les types de preuves n'ont pas changé. C'est toujours des sujets de questions à choix multiples QCM. Mais chaque année, nous améliorons la qualité de ces QCM-là à travers les experts qui nous viennent en appui, des experts qui viennent d'institutions sur place, en tout cas qui nous apportent leur appui quant à l'élaboration de ces QCM-là. Ce sont au total 56 concours directs qui ont été ouverts cette année par le gouvernement pour tenter de réduire un tant soit peu le nombre de jeunes diplômés sans emploi. À ces concours s'ajoutent 9 autres ouverts spécialement pour les personnes vivant avec un handicap. La nouvelle suscite commentaires et indignation à Bobo Dioulasso et même au-delà. La mythique mosquée de Dioulasso-Ba, réhabilitée à hauteur de 500 millions de francs CFA par le ministère de la Culture, a été partiellement endommagée. La partie est du minaret central s'est écroulée, mais selon les autorités et le comité de réhabilitation, la partie effondrée n'a pas été concernée par les travaux de réhabilitation entamés depuis 2016 et terminés en 2019. Reportage Soto Justin Dabiri. Voici ce qui reste du minaret central de la grande mosquée de Dioulasso-Ba. La vieille bâtisse religieuse de Bobo Dioulasso a perdu de sa beauté et de son charme après l'effondrement d'une partie du minaret central. Effectivement, à 13h30, avant la prière un peu de Zuhur, c'est-à-dire la prière de 13h, le côté est de la grande minaret est effondré. Les experts, ils ont jugé que ça se porte très bien
lors de la réhabilitation, on n'a pas touché au grand minaret là. Donc ça restait comme tel. Vous voyez, donc s'il y avait des problèmes, il allait s'y aller. Mais l'année passée, cette année, on a vu qu'il y a des petites fissures. Bon, mais c'était pas tellement, ça porte pas beaucoup de danger. Le minaret central n'a donc pas été pris en compte dans le projet de réhabilitation de la vieille mosquée de Djoula-Soba. Un projet mis en place par le ministère en charge de la culture en 2016 et dont les travaux ont pris fin en 2019. Vous voyez que les données sont changées ici à Djoula-Soba. Vous voyez que les grands porteurs passent ici devant la mosquée. Or, c'est construit à partir de latrines, à partir de terre et puis d'argile. Donc, ce n'est pas facile. Si les grands travaux faits autour de la mosquée, en tout cas, ça peut amener des dégâts. Il faut que les gens sachent que les minarets, là, ce n'est pas le minaret original. C'est le deuxième minaret qui est fait à partir des premiers minarets. Donc, ça vaut dans les 40 ans comme ça. Donc, les minarets, là, ça vaut 40 ans. La réhabilitation, des réhabilitations. Donc, toujours, il a pris un peu d'âge quand même. Pour atténuer les risques de grands effondrements, nous avons estimé qu'avec les sapeurs-pompiers, avec la mairie et avec certains entrepreneurs, il serait intéressant de descendre ce minaret central et en vue de sa réhabilitation. Construite en 1880, la vieille mosquée de Djoula-Soba ployait d'année en année sous le poids de l'âge. Face à sa dégradation, le ministère en charge de la culture a décidé de sa réhabilitation qui a coûté un peu plus de 500 millions de francs CFA. Après sa super performance aux Jeux Olympiques de Tokyo qui lui a valu une médaille de bronze au triple saut, place à présent la célébration. Le recordman en triple saut, Hugues Fabrice Zango, est de retour au bercail. Dans la sobriété, situation nationale oblige, il a été accueilli par une poignée de supporters et de quelques autorités. C'est un champion très heureux pour avoir gagné la première médaille olympique du pays. Des hommes intègres qui a regagné Ouagadougou ce dimanche. Arsène Konditamdi. En sautant 17,47 m au triple saut aux Jeux Olympiques de Tokyo, Hugues Fabrice Zango a réalisé ce qu'aucun Burkinabé avant lui n'avait fait. Médaille de bronze au cou, Hugues Fabrice Zango, le héros de Tokyo, est de retour au pays 2 ans après l'avoir quitté. Une grande joie déjà de revenir, même pas pour la médaille, et encore avec une médaille pour célébrer, pour partager avec vous tous. C'est le fruit d'efforts conjugués de beaucoup de personnes. Et vous tous, vous m'avez soutenu. Moi, mon objectif, c'était vraiment de ramener la plus belle des couleurs pour le Burkina Faso. Et je m'étais vraiment bien préparé à cela. Si j'allais me fier à mon ressenti personnel, il était possible que j'abandonne, franchement. Mais il y avait tellement de soutien, tellement de personnes qui ont prié pour moi que je ne pouvais pas ne pas donner mon maximum. Et c'est ce maximum qui nous a ramené cette première médaille. Ça se déroule dans un moment où notre nation est frappée encore par les actes de terrorisme. Et cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés qui se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues Fabrice Zango et qui se sont tous sentis soudés par cette victoire. Et c'est comme ça aussi que ça doit pouvoir nous motiver pour lutter contre le terrorisme, pour dire que quand on est content ensemble, c'est de cette façon on souffre ensemble, on doit se battre ensemble pour pouvoir être toujours content et vaincre donc ce phénomène qui aujourd'hui endeuille nos populations. Ce retour, qui aurait dû être triomphal, a été plutôt sobre. Seulement quelques supporters ont fait le déplacement de l'aéroport international de Ouagadougou. Le pays est en deuil après les récentes attaques terroristes, mais quelques inconditionnels ont tenu malgré tout à rendre hommage à l'étoile du triple saut. Présentement, nous sommes très fiers de Hugues Fabrice Zango. C'est quelqu'un qui a pris le médaille pour le Burkina pour la première fois. Nous sommes très très contents. Et ce qui est sur nous, on va le soutenir jusqu'au bout. Nous, en tout cas, à notre niveau, nous sommes derrière notre champion et nous avons foi en lui. Nous savons qu'il peut mieux faire. Et vraiment, il va mieux faire parce qu'il est un garçon sérieux
et il va donner le meilleur de lui-même pour relever toujours les défis. Avec cette médaille olympique, Hugues Fabrice Zango donne l'exemple à tous les athlètes burkinabés. Les prochains Jeux auront lieu dans 3 ans à Paris. Ce sera l'occasion de ramener d'autres médailles au pays des hommes intègres. À présent, ces dates à retenir. Du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti se tiendra le CITA, le Salon international du textile africain, une rencontre annuelle qui permet de mettre en valeur toutes les productions à base du coton africain. Podium CITA est l'une des activités dérivées de ce grand événement. L'idée, c'est de donner plus de visibilité au savoir-faire burkinabé en matière de textile. C'est un défilé de mode qui est organisé. Il consiste en fait à inviter un styliste burkinabé qui présente tout son génie créateur au féru de la mode. Le 6e acte, c'était le week-end dernier. Benjamin Kwame. Ouagadougou, siège du Salon international du textile africain. Depuis plus d'1 mois se tient en ces lieux un défilé de mode. Nous sommes à la soirée podium du CITA, 6e acte. Un 6e acte qui met en lumière Ali Sawadogo, dit Sawali, un jeune styliste burkinabé. Ce soir, il déroule toute sa création artistique devant l'assistance. Des tenues de soirée pour femmes et hommes, des plus simplistes et décomplexées au glamour, en passant par les tenues présidentielles ou encore pour les couples, tout y est. Une histoire qui se vit, ça se raconte pas. Papa Nabélé. Toutes ces tenues sont confectionnées avec le faso d'Anfani et le coco d'Unda. Un mélange de cette production locale pour montrer l'originalité des motifs, encourager les stylistes et exporter mieux le textile burkinabé. C'est des créations de qualité, des qualités exceptionnelles que souvent nous payons. Et ce que nous payons dans les magasins, nous payons, ce n'est pas les produits, mais c'est la marque. Pour moi, s'il y a un message à lancer ce soir, c'est inviter en tout cas, que ce soit le public ou le privé, ou ceux qui veulent en tout cas s'habiller, de penser à notre propre créature. Nous ne pouvons pas laisser ici en Afrique, on cultive le coton. Et nous laissons cela, toute notre richesse s'enfuir vers l'Europe. Et nous repartons encore exporter cette même richesse-là, venir ici s'habiller. Les stylistes burkinabés ont du talent, ils créent. Mais il y a moins de consommateurs, c'est ce que précisent les organisateurs. Il est question aussi, après chaque soirée podium, d'inviter les spectateurs à acheter au moins une tenue, ce qui réjouit d'ailleurs le styliste Sawali. Nous essayons de travailler beaucoup sur les finitions. C'est une occasion qu'on nous a donné vraiment de nous exprimer au niveau de la mode. Donc du coup, nous ici, on essaie de faire notre mieux. Et je crois que ça va aller parce qu'on est en train de se battre fort pour pouvoir au moins se récupérer notre marché. C'était une occasion que nous ne payons rien pour participer. Et c'était une occasion pour nous vraiment de se battre et montrer notre savoir-faire. L'objectif majeur de cette scène, en clair, est de préparer le CITA 2021 qui se tient à Djibouti du 28 au 30 octobre 2021. Et l'acte 6 a été une soirée assez très particulière parce que nous avons accueilli un de nos meilleurs stylistes qui a été récompensé en 2017. Les préparatifs de la 7e édition du CITA se passent bien. Je pense que c'est l'un des volets et des préparatifs que nous faisons et nous avons initié par rapport à la soirée Podium CITA qui se déroule chaque samedi. Et nous allons tenir comme ça les soirées jusqu'au 25 septembre. Et après ça, nous irons à Djibouti. En attendant, Rasmane Sawadogo invite l'exécutif burkinabé à prendre des lois visant à promouvoir le textile afin que les Burkinabés consomment véritablement ce que les braves paysans produisent comme coton. Elles vont pouvoir utiliser à souhait le textile burkinabé dans leur atelier de couture. Des femmes réunies en groupement viennent de bénéficier de 200 machines à coudre. Le don est du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un geste qui traduit la volonté de cette organisation sous-régionale à soutenir l'autonomisation des femmes. Archimède Boy. Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA,
l'Union économique et monétaire ouest-africaine remet 200 machines à coudre à des associations féminines des collectivités locales du Burkina à travers la section pays du réseau des femmes élues locales. Ce don intervient au terme de 3 jours de travaux du dit conseil à Ouagadougou. Un geste qui traduit la volonté de cette organisation sous-régionale de renforcer ses actions dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Mais plus, cela pourrait les aider à produire des masques qui serviraient à la population. Et au-delà des masques, en faire de véritables couturières, parce que ce sont les femmes qui s'habillent le plus. Mais on remarque que ce sont les hommes qui les habillent, parce que ce sont des hommes qui sont la plupart du temps stylistes, couturiers. Et pourquoi ne pas encourager nos sœurs, nos femmes à apprendre le métier de couturier? Et c'est un des objectifs de l'offre de ces machines à coudre. Pour le groupement de femmes bénéficiaires, depuis l'élaboration de leur projet jusqu'à la présente réception de ces machines à coudre, l'attente fut longue. Mais aujourd'hui, la satisfaction se lit sur les visages. Ces dons émanent de l'ONG Fonds Vert pour la femme de Paris et la collecte a été organisée par le R20 Paris, Regions of Climate Action, un réseau multi-acteurs fondé par l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, et Michel Saban, qui vise à accompagner les femmes et les territoires à passer la transition climatique. Lui, il veut faire de l'apprentissage de la langue anglaise une manière de briser la barrière linguistique. C'est le credo du Centre de langue canadien. Aujourd'hui, cette structure s'engage dans la formation des tout-petits à la langue anglaise. L'idée, c'est de les outiller pour une bonne maîtrise de cet instrument d'échange qui offre aujourd'hui des opportunités d'emploi à l'international. C'est la quintessence de la première édition de son programme dénommé Bilanguage Kids. Archimède Boy. Ces enfants apprennent leurs leçons d'anglais en chanson. Ici, au Centre de langue canadien, ils participent à la première édition de Bilanguage Kids, un programme destiné à initier les tout-petits à la langue anglaise en vue de briser la barrière linguistique. Ils nous apprennent bien l'anglais, on détaille tout ici, ils nous montrent ce qu'on doit faire pour bien comprendre l'anglais ici. It has been a pleasure to take this program avec... Parce que nous avons déjà fait nos preuves dans les organisations internationales où nous avons formé des gens, nous avons formé des personnels qui aujourd'hui arrivent à bien s'exprimer en anglais. Et grâce à ces formations que nous avons offertes. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons réfléchi et nous avons vu qu'il faut aller encore plus loin. Ça veut dire quoi? Il faut maintenant toucher les enfants. Donc, nous avons dit, OK, au lieu de former les adultes, nous avons pour objectif de former les enfants maintenant. Donc, les enfants vont grandir avec la langue. Pour les organisateurs de cette formation, être diplômé des universités ou des grandes écoles sans une bonne maîtrise de la langue anglaise constitue aujourd'hui un handicap sur le marché de l'emploi. Donc les avantages de l'anglais, c'est d'avoir les bons postes, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans un poste où il ne peut pas parler anglais. S'il y a des partenaires, à chaque fois, il faut faire venir des interprètes qui ne sont pas de la boîte, et ce n'est pas tout qui se dit à des gens qui ne sont pas de la boîte. Donc il faut vraiment... Si vous parlez anglais, les opportunités, on ne peut même pas les compter. Maintenant, ce que nous avons pu constater, même pour postuler à des bourses de master ou de doctorat, on vous demande de prouver que vous parlez l'anglais. L'une des particularités du Centre de langue canadien, c'est la formation dispensée aux élèves à l'approche des examens scolaires de fin d'année en vue de les préparer aux épreuves orales en anglais.
Avant de nous quitter, direction Tanguin d'Assouri où l'Office national d'identification s'est déporté le week-end dernier. Pas pour y produire ou délivrer des CNIB, mais plutôt pour répondre à l'appel du chef de l'État en matière de plantation d'arbres. Aristide Béré et son équipe étaient aux côtés des autorités de la région du centre pour mettre en terre 300 plants. Archimède Boy. Dans la cour de la grande mosquée de Tanguin d'Assouri ce 7 août, une cérémonie de plantation d'arbres. La région du centre s'engage ainsi à mettre en terre 300 plants dans cette commune. Un lancement officiel qui entre dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre instituée en 2018. Cette année, la région, comme les années précédentes, s'est engagée dans la préservation de l'environnement et à ce titre, et en collaboration avec les services techniques de l'environnement, nous avons envisagé effectivement le reboisement de ce matin avec l'appui de l'Office national d'identification. Donc nous comptons à terme vraiment reboiser entièrement cette cour de la mosquée centrale de Tanguin d'Assouri, qui est un endroit entièrement clôturé. Ce geste est bien accueilli par la communauté musulmane de cette localité. Je m'engage ainsi que mes équipes que nous allons prendre toutes les précautions pour conserver et préserver en même temps les plants que nous avons donnés, Inch'Allah. Cette campagne de Tanguin d'Assouri est soutenue par l'ONI, l'Office national de l'identification. Ce reboisement est fondé sur l'utilisation d'espèces locales plantées sur des sites sécurisés pour faciliter l'entretien et accroître les chances de succès. C'est justement dans cette perspective que cette commémoration, pour nous, est fondamentale parce qu'au-delà de la symbolique du lieu, c'est aussi un clin d'œil à l'endroit du thème de cette année, qui est Arbre, identité culturelle et cohésion sociale, qui, nous espérons, permettra à cette communauté qui vit ici de bénéficier de cette plantation, mais aussi de participer à l'effort commun qui a été initié depuis maintenant un certain nombre d'années. La Journée nationale de l'arbre a été instituée dans le but de susciter une mobilisation générale des populations pour la restauration des forêts et des terres dégradées. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous faites confiance depuis Tansarga dans la Tapoua, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.